Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan des lectures que j'ai réalisées durant tout le long du mois de janvier. Un mois qui a été principalement consacré aux lectures en lien avec le PLIB, le prix littéraire de l'imaginaire Booksfair, je crois que c'est ça. Donc majoritairement des lectures de l'imaginaire, mais pas que. Et je vais démarrer par une lecture que j'ai terminée tout récemment. C'est celle-ci, c'est JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Donc là, moi, j'ai une très très vieille version que vous ne pouvez plus trouver. C'est le tome 46 de cette vieille version qui a été publiée chez J'ai lu il y a quelques années. Mais cette série, vous pouvez maintenant la retrouver chez Delcourt Tonkam. Donc c'est une série que je lis en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric. On a démarré cette série en décembre. Cet arc-ci, en tout cas, qui est le 4e de la série. La particularité de JoJo, c'est que vous pouvez... c'est une série qui fonctionne par arc. Donc dans cet arc-ci, vous avez 18 tomes. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les arcs. Vous pouvez les lire dans le désordre également. Juste, moi, je recommande quand même au minimum de démarrer par l'arc 3, qui est l'arc précédent, je ne sais plus comment il s'appelle. Parce que dans l'arc 3, l'auteur va créer des personnages qui s'appellent les stands, c'est-à-dire que dans cet univers, certains hommes et femmes d'ailleurs, et même enfants, et même parfois d'autres choses, ont la particularité de créer une espèce de créature liée à un pouvoir que ces personnes peuvent manipuler. Dans cet arc-ci, qui est donc le 4e, qui est l'arc Diamond is Unbreakable, je crois que c'est ça le titre en VO du 4e arc. On va être principalement dans la ville de Morio, dans lequel sévit un serial killer, notre personnage principal, qui est donc un Jojo, puisque une autre particularité de cette série, c'est que tous les personnages ont comme surnom Jojo, alors que leur prénom soit Joseph, Jonathan, on a quoi? On a Kujo Jotaro aussi, et là on a Higashikata Josuke, donc voilà, ils ont tous comme surnom Jojo, qu'ils soient de la même famille ou pas. Dans cet arc-ci, et je crois que dans celui d'après, on a encore une succession de personnages issus de la même famille, mais je suis pas certaine que ça soit encore le cas dans les arcs plus récents. Donc ici, on est donc à Morio, comme je disais, un serial killer sévit, et notre personnage principal, Jojo, va se retrouver mêlé à l'histoire autour de ce serial killer et va donc essayer de le retrouver, de l'empêcher de sévir. J'ai beaucoup aimé cet arc, vraiment j'en gardais assez peu de souvenirs finalement, parce que pour moi c'est une relecture, j'avais peu de souvenirs vraiment de toute cette histoire, de tous ces rebondissements. Ce qui est très fort, c'est que l'auteur, avec un pitch de base assez simple, en fait, vous avez en gros par tome à peu près 2 personnages avec chacun un stand différent. Il arrive à créer vraiment des choses toujours originales, toujours différentes, parfois assez fun, et il a vraiment une imagination assez incroyable. Donc franchement, si vous accrochez au style de dessin de l'auteur, qui est quand même assez particulier, je trouve que dans cette partie 4, dans la partie 3, on commence à amorcer ce style avec des poses assez atypiques. Là, c'est bien posé, et il me semble que de mémoire, ça va s'amplifier vraiment beaucoup, ce style graphique assez unique. Ça va s'amplifier dans la saison d'après, qui doit être la saison 5. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette série, j'en parlerai pas beaucoup plus. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette série. Il y a également plein de références musicales tout au long de la série, puisque l'auteur est fan de musique rock, me semble-t-il. Il y a pas mal de références assez fun aussi. Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, enfin voilà, il y a plein de références comme ça qui sont assez rigolotes à détecter. Donc voilà, si vous aimez franchement les shonen, il faut tenter au moins une fois Jojo, parce que c'est un manga qui est vraiment assez atypique dans toute la sphère manga. Moi j'ai beaucoup aimé cette 4e partie. Et voilà, on va se faire la 5e partie, qui est Golden Wind, d'ici quelques semaines avec Dorian. Voilà. Terminé pour les graphiques, on va passer au roman. Et on va démarrer par une unpopular opinion, puisque j'ai lu et je n'ai pas du tout aimé Meute de Karine Renberg, publié chez ActuSF. Donc c'est un des 25 sélectionnés du PLIB dans la catégorie adulte. Ici, on va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Nathanaël, je crois. Mais on va également suivre Val et un jeune louveteau. Nathanaël, il vit dans un univers de violence. Lui, il fait partie d'un espèce de gang. Il fait également, pour vivre, il pratique des combats alors pas de rue, mais des combats clandestins, qu'on pourrait, je pense, un peu assimiler au niveau du type de combat à du MMA.
Et donc Nathanaël, il a comme particularité bien d'être un loup-garou, puisque dans cet univers qu'on devine un peu post-apocalyptique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'êtres humains qui peuvent se transformer en loup-garou. Il va retourner dans sa maison et il va y retrouver le clan auquel il est censé plus ou moins appartenir, mais Nathanaël, lui, il vit un peu en marge de tout ça. Il veut faire sa vie à lui sans être associé aux histoires liées au clan, liées à sa meute. Et il va rencontrer dans cette maison qui lui appartient finalement, hein, un jeune homme qui a été, qui vit complètement prostré, hein, qui est complètement, qui veut pas qu'on le touche, qui est voilà, très 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 éloigné et qui lui aussi va être amené à se transformer en loup-garou et la meute l'a retrouvé et veut essayer de le protéger. Voilà. Donc ça c'est le démarrage de l'histoire. Après voilà, c'est un roman qui est assez gros. Alors, déjà, première chose, vous le savez peut-être, c'est un roman qui est écrit à la seconde personne du singulier, donc elle est au tu tout au long du roman. C'est un style un petit peu particulier. Je crois que j'ai jamais lu un roman écrit comme ça, en tout cas qui m'est pas marqué. Et puis on a également une alternance de points de vue à de multiples reprises. On va suivre beaucoup de personnages, principalement Nathanaël et Val et également le louveteau également. Je vous dis pas comment il s'appelle, je vous laisse le découvrir, je trouve ça plus agréable. Donc voilà, il y a ce côté au niveau de l'écriture un petit peu particulier qui nécessite effectivement un temps d'adaptation. Je dirais qu'au moins il m'a fallu une 50aine de pages, je pense, pour vraiment réussir à pouvoir rentrer dans l'histoire et à ne plus être gênée effectivement par ce tutoiement en permanence dans l'histoire. Ce qui m'a pas plu dans ce roman, au final, c'est que déjà au niveau de l'univers, l'autrice, elle nous donne vraiment très très peu d'informations et moi ça m'a beaucoup frustrée de ne pas savoir à quoi étaient dues peut-être les métamorphoses. On n'a pas de description sur l'univers, comme je disais, on devine que c'est un post-apo. Enfin, on le suppose, on n'en est pas certain, on le devine par rapport à certaines choses qu'elle nous dit ou qu'elle nous dit pas d'ailleurs. Donc on sent qu'il s'est passé quelque chose, mais on a vraiment très très peu d'explications sur l'ensemble du décor en arrière-plan de nos personnages. Et puis finalement l'histoire elle est extrêmement centrée justement sur la relation qui va se créer entre les différents personnages de notre histoire. Et moi je suis passée à côté quoi. J'ai trouvé que ces relations, alors déjà je trouvais que le roman il était un peu longuet par moment et que ça c'est vraiment très très centré sur les personnages et j'ai trouvé que parfois on était même limite dans le radotage, dans le ressassement, dans la répétition de certaines choses qu'elle nous avait déjà dites, qu'on avait déjà comprises. Il y a une ou deux fois où je me souviens d'avoir lu un chapitre sur un personnage qui a beaucoup souffert et je me disais c'est bon j'ai compris quoi, tu me l'as déjà dit une fois, deux fois, trois fois, ça suffit, passe à autre chose, avance. Et au final on n'avance pas, on reste vraiment dans ce personnage qui souffre et c'est compliqué quoi. Et en plus les raisons pour lesquelles il souffre, alors même si j'avais pas tout deviné, loin de là il y a quand même une partie que j'avais devinée assez vite et forcément quand ça arrive et que vous avez la résolution assez tard dans l'histoire, moi j'avais envie de dire ouais c'est bon, ça fait 400 pages que j'ai compris quoi. Tu m'as ressassé énormément de choses pendant très longtemps et au final j'ai compris l'espèce de révélation qui arrive, je l'ai vu venir au moins en partie. Ce personnage qui ressasse, j'ai même fini par le trouver agaçant. Il y a des personnages qui finalement m'énervaient à ressasser toujours les mêmes choses, à redire, à rester finalement en espèce de cercle complètement fermé. Ça m'agaçait un petit peu. On est vraiment beaucoup dans l'introspection. Donc si c'est vous, c'est des choses que vous aimez, c'est un roman qui vous plaira. Moi, je dois bien avouer que je m'attendais, je pense, à peut-être plus d'action, un univers plus étoffé, plus expliqué. J'aurais aimé notamment avoir des infos sur ces combats clandestins, pourquoi ils le font, d'où est-ce que ça vient, etc. Bon, j'ai quelques bribes d'infos, mais pas beaucoup plus. Je me suis pas attachée au personnage, donc comme le roman tourne beaucoup autour de la relation entre différents personnages, forcément, moi, je me suis beaucoup ennuyée et j'ai vu la fin arriver avec soulagement, pourrait-on dire. Voilà, j'ai eu même la sensation quand je suis arrivée au bout d'un tout ça pour ça, parce que c'est quand même un gros bébé de plus de 560 pages, donc voilà, moi je me suis ennuyée, avec moi ça ne l'a pas fait. Je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce roman, voilà, moi c'est juste voilà, un petit échec et ça peut arriver. Un autre roman, alors que j'ai pas forcément vu beaucoup tourner, que j'ai lu aussi pour le PLIB, qui fait également partie des 25. Le pitch me plaisait bien parce qu'il faisait pas partie de ma sélection à moi, mais quand je l'avais vu, donc sélectionné dans les 25, je m'étais dit ah ouais, pourquoi pas, le résumé il a l'air cool. C'est Lupus in Fabula de Jérôme Accouche, c'est publié aux éditions du Chat Noir. Ici, on va être à Paris en 1925 dans un univers un peu
un peu entre le steampunk et le cybernétique, on va dire, voilà. On va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Amadeus Wolf. Il est psychanalyse et il a fui l'Allemagne pour venir s'installer à Paris. Amadeus, c'est un loup-garou et un jour, il va y avoir la jeune femme qui est ici, là, avec un bras un bras cybernétique. Elle va venir le rencontrer et puis il va être très intrigué par ce qu'elle peut lui raconter. Il va la suivre et voilà, il va se retrouver mêlé à un certain nombre d'éléments qui sont liés, entre autres, à son passé. Alors, déjà, c'est bien écrit. Franchement, j'ai vraiment bien aimé la plume de l'auteur, donc je vais jeter un œil sur ce qu'il a écrit parce que même si celui-ci ne m'a pas particulièrement plu, j'aimerais bien voir ce que peut donner son style d'écriture dans une autre histoire. L'univers, il est riche, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Alors le roman, là, pour le coup, à l'inverse de Meute, il est assez court, 290 pages. Et l'auteur, il met vraiment beaucoup de choses. C'est même limite foisonnant. Ça se lit bien, ça se lit vite, mais j'allais dire le contre-coup d'avoir un univers, là, pour le coup, riche, avec beaucoup de choses, c'est que parfois c'était un peu fouillis, quoi. J'ai eu un petit peu de mal par moments à m'y retrouver, à comprendre à la fois quels étaient les enjeux, quels étaient les enchaînements des événements. Parfois j'étais un petit peu embrouillée. Je trouve qu'il y a également beaucoup de personnages pour un roman assez court. Et alors l'inconvénient d'en avoir quand même pas mal, c'est que parfois je les confondais un peu, quoi. J'étais obligée de me dire alors attends, lui c'est qui, elle fait quoi, qui fait... Enfin voilà, j'étais un petit peu embrouillée. Je pense que le roman pas du tout. L'auteur, il a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Il a voulu mettre beaucoup de choses dans son histoire. Mais malheureusement, avec moi, ça n'a pas trop marché parce que j'ai trouvé qu'il y en avait trop, en fait. Voilà. En plus, le roman, il fait 290 pages, donc j'avais également une impression de foisonnement et de rapidité. Voilà, ça allait très très vite. Et du coup, je trouve que l'auteur ne prenait pas assez le temps de nous donner un petit peu de densité. Finalement, à la fin, on a toutes les réponses, toutes les explications. C'est comme je disais, voilà, je trouvais que c'était bien construit, mais malheureusement, je ne me suis pas particulièrement attachée à nouveau au personnage. L'histoire était sympathique, mais je suis pas sûre d'avoir vraiment bien tout compris, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments. Et voilà, ça reste une lecture qui n'est pas désagréable, mais voilà, j'étais un petit peu déçue malgré tout. Et clairement, il ne fera pas non plus partie de mes 5. Tant qu'on est dans les romans qui ne m'ont pas particulièrement emballé, même si c'était une lecture, on va dire, globalement sympathique, j'ai lu avec Laurent alias Lado Vintage le tome 2 de la série La Lignée. Donc le tome 2 c'est La Chute de Guillermo del Toro et Chuck Hogan que moi j'ai aux éditions Françoisir. Ici on est dans le tome 1 avec un avion qui va se poser à New York sur l'aéroport JFK. Sauf que personne ne va sortir de l'avion, voilà, et ils vont envoyer un épidémiologiste pour essayer de comprendre ce qu'il se passe avec cet avion, et il va découvrir un certain nombre de choses dans l'avion. Je ne dirai rien de plus pour vous laisser le plaisir de la découverte. Donc ici, on va dire que j'ai retrouvé à la fois les qualités et les défauts du tome 1. Ça se lit vite, ça se lit toujours aussi bien. Il y a quelques longueurs. C'est assez cinématographique dans l'ensemble, il y a quelques facilités. Je trouve qu'il y a des personnages qui ne sont pas très utiles à l'histoire, j'ai pas bien vu ce qu'ils faisaient là, voilà. Il y a des confiances qui se créent très très vite, voilà, dans un univers comme ça, un peu dur. Je suis toujours un peu étonnée que les gens accordent leur confiance aussi facilement. Ok, pourquoi pas, je veux bien, donc quelques facilités, des hasards heureux, des rencontres fortuites, mais qui tombent tellement bien. Voilà, donc des choses je me suis dit, bon, allez. J'ai trouvé ça aussi parfois un petit peu brouillon. Et puis, j'ai aussi eu l'impression par moment, on était assez d'accord avec Laurence, c'est valable surtout pour le début, que l'auteur, il nous refaisait une mise en place. Donc, j'avais pas eu l'impression de lire forcément un tome 2, mais à nouveau, un deuxième tome 1. Sauf que, on a lu le tome 1 en décembre, donc on s'en rappelait quand même plutôt bien. Donc, c'est vrai que du coup, on a eu, voilà, il y a des lenteurs, ça met du temps à se réinstaller à nouveau, l'auteur il reprend le temps de nous présenter tout un tas de choses. C'était un petit peu dommage. Voilà, j'ai eu aussi un peu de mal à voir où l'auteur voulait aller, parce que j'ai trouvé qu'il insérait des fois des lignes narratives, je voyais pas trop bien l'intérêt non plus, donc bref. Voilà, globalement ça s'est bien lu, je vous le dis, ça m'a un peu fait penser à un gros film d'action américain. Voilà, je l'ai lu un peu comme je regarde un gros film d'action américain, c'est-à-dire, voilà, c'était sympathique, mais voilà, ça va pas, à mon avis en tout cas pour ce tome 2, ne me laissera pas un souvenir incroyable. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu le tome 3 avec Laurent, donc
je ne dis rien, je garde mon avis final de la saga, vous l'aurez en point lecture le mois prochain, puisque je l'ai lu dans le courant du mois de février. Donc voilà, et juste petit truc, il y a deux personnages qui ont des prénoms très approchants. On a Ephraim qui va être surnommé Ephre, et on a un autre personnage qui s'appelle Fête. Et alors moi, je l'ai dit à Laurent quand on a échangé, je passe mon temps à les confondre. F et Fête, je pense que ça aurait été bien que les auteurs mettent deux auteurs de prénoms assez différents, parce que j'avais vraiment tendance à m'embrouiller, où j'étais obligée de réfléchir en me disant alors F c'est lui, Fête c'est lui. Vraiment, ça soit bien distinct dans ma tête. C'est un petit point de détail, mais j'avoue que ça avait un petit peu tendance à m'agacer. Ensuite, j'ai acheté et j'ai lu, ce qui est quand même hyper rare chez moi dans le mois de janvier, le premier projet secret de Brandon Sanderson, qui est Tresse de la mer émeraude, publié au livre de poche. Donc moi j'ai craqué, j'ai pris le hardback qui est vraiment magnifique. Alors je ne vais pas vous dévoiler toutes les illustrations, parce que je trouve que ça serait dommage. Voilà, et les parties sont comme ceci. Voilà. Même si j'aime beaucoup la couverture du brochet, je dois bien avouer que savoir qu'il y a des illustrations dans la version hardback, en plus, moi, vous savez que j'ai un vrai amour pour les romans reliés comme ça. Voilà, j'ai pas pu résister, quand même, je dois bien avouer que je suis moyennement fan de la couverture, mais bon. Voilà, c'est un détail. Projet secret, si jamais vous ne saviez pas, Brandon Sanderson a écrit pendant le confinement 4 romans qu'il a financé, je crois que c'est l'année dernière, par un Kickstarter aux États-Unis, Kickstarter qui a tout explosé. Je crois que c'est le record des financements réalisés sur la plateforme. Et en France, le livre de poche, donc les 4 romans vont paraître aux États-Unis cette année, en 2023, un par trimestre. Et le livre de poche, s'est engagé, en tout cas au moins pour le premier, je pense que ça sera le cas pour les autres aussi, à sortir le même jour en France les romans Projet secret de Sanderson. Et donc là, on a découvert en janvier le premier. Dorian et moi, est-ce que je vous ai dit que j'ai lu en lecture commune? Je crois que oui, avec Dorian. On avait décidé de l'acheter et de le lire tout de suite. On l'avait déjà fait pour l'Empire du Vampire la dernière fois. Et c'est vrai que ça a un côté super agréable. Vous découvrez un roman dont vous ne savez pas grand-chose finalement, et pour lequel vous n'avez vu aucun avis. C'est super agréable parce que du coup, vous le découvrez vraiment d'une manière complètement vierge et neutre de quoi que ce soit. Donc c'est super agréable. Ici, on rencontre Tresse. Tresse, c'est une jeune demoiselle qui vit à proximité de la mer Émeraude. Elle vit sur une île et elle est femme de chambre pour le noble de l'île, on va dire, et elle a une espèce de petite amourette avec le fils du noble. Un jour, le noble et son fils vont donc quitter l'île et ils vont partir voguer sur les mers. Elle va continuer à correspondre avec le jeune homme jusqu'au jour où elle va apprendre que ce jeune homme a été enlevé et elle va décider de partir le sauver. Et donc on va donc suivre Tresse tout au long de son aventure dans cette histoire. C'est du Sanderson, voilà, donc la base c'est fluide, ça se lit très bien, c'est très facile à lire, vous tournez les pages assez vite, il y a beaucoup d'idées comme toujours. Alors, je peux pas vous dire si c'est relié au Cosmer ou pas, à son grand univers, voilà, je vous laisse découvrir l'histoire pour le savoir ou pas, je pense que c'est mieux pour vous, parce que pour ceux qui ne savent pas, Sanderson également, tous ses romans sont liés les uns aux autres, ils sont tous plus ou moins rattachés à un univers global qui s'appelle le Cosmer. Donc voilà, je vous laisse découvrir les liens éventuels qu'il pourrait y avoir avec le Cosmer. Moi je l'ai lu, alors quand je l'ai lu tout au début, j'ai vraiment eu l'impression de lire un conte, et puis assez vite ça se transforme un peu en roman d'aventure, et puis voilà, on suit Tresse tout au long de ses péripéties pour traverser les mers et traverser tout ce qui va lui arriver. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, il y a pas mal de rebondissements dans l'histoire, alors comme d'habitude des rebondissements que j'ai pas forcément vu venir, des rebondissements qui m'ont pas retourné vraiment, c'était des rebondissements sympathiques mais sans plus. Je me suis moyennement attachée aux personnages, j'ai une petite préférence pour certains personnages secondaires. Tresse, j'ai aimé sa normalité en fait, voilà, c'est une jeune fille, on vous le dit dès le début, hein, c'est pas une warrior, elle est pas badass, elle est rien de tout ça, elle veut juste avoir sa petite vie tranquille, collectionner les tasses et c'est tout, et la vie va un peu l'obliger
à prendre des décisions et à faire des choix. Voilà. Donc on suit son évolution tout au long de l'histoire, c'était plutôt sympathique. Il y a également pas mal de fois où Sanderson va casser le quatrième mur et s'adresser au lecteur, et puis également tout un tas de réflexions sur les femmes, sur croire en soi, sur justement on n'a pas forcément besoin d'être badass pour avancer dans la vie, pour atteindre ses objectifs, ça m'a beaucoup plu. Au final, ça a été une lecture sympathique, elle m'a fait passer un bon moment, j'y ai trouvé quelques longueurs, mais j'ai surtout eu l'impression d'y lire un conte pour adultes en fait. Et je peux que vous le recommander si vous avez envie de découvrir La Plume de Sanderson, parce que c'est vraiment hyper accessible et c'était une lecture très sympathique. Et voilà, je ne sais pas si avec Dorian on lira les autres projets secrets au fur et à mesure qu'ils sortiront, mais voilà, je pense que je me les procurerai très certainement, parce que bah voilà, Sanderson, franchement c'est toujours très cool à lire. Un roman que j'ai lu pour le PLIB, cette fois-ci, on y retourne, il n'était pas dans mes 25, il sera peut-être dans mes 5, c'est possible, parce que j'ai beaucoup aimé Métalia, Entre les mondes de Patrick Morand, publié chez Nemos. Ici, on est dans un roman de science-fiction où on va rencontrer Métalia, et Métalia, c'est une pacificatrice d'une cité qui s'appelle Tal Emrak, et les pacificateurs, en gros, ce sont des espèces de chasseurs de primes, ils sont embauchés, voilà, pour réaliser certaines actions, pour attraper des voleurs, auquel cas il récupère des primes, et aussi là pour mener des enquêtes. C'est ce qui va lui arriver. Elle va un jour avoir la visite d'un homme qui va lui demander de retrouver sa femme qui a disparu. Et ça va emmener Métalia dans une histoire assez incroyable. J'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment. Alors là, typiquement, c'est l'inverse de Meute. C'est-à-dire que Meute, je l'avais vu partout, j'avais des attentes incroyables. Métalia, je l'avais quasiment vu nulle part. Je l'ai trouvé d'occasion fin 2022, et je m'étais dit dans les 25 qui faisaient partie des sélectionnés pour le PLIB, j'avais regardé ceux qui pouvaient m'intéresser et ceux que j'avais trouvé en occasion. Métalia en faisait partie et je regrette vraiment pas du tout de me l'être procuré. C'était super chouette à lire, vraiment. On est dans un thriller, dans un univers de science-fiction, voilà, c'est très facile à lire, très accessible, il y a vraiment un bon rythme, les événements s'enchaînent, c'est assez rapide. L'histoire, alors elle est clairement pas pour les gros lecteurs de thriller ni pour ceux qui cherchent des univers de SF très denses, très riches, très hard SF, pas du tout. L'histoire, c'est vrai, finalement assez simple, je dirais, même si j'ai beaucoup aimé les thématiques que l'auteur aborde ici. C'était super distrayant, c'était assez fun. Le personnage de Métalia m'a beaucoup plu. Mention spéciale à Monsieur Octopode que j'ai adoré, et je serais pas contre retrouver les personnages vraiment dans un autre roman, parce que franchement c'était une lecture globalement très très sympa. Alors est-ce que je peux dire qu'elle est inoubliable? Je suis pas certaine, vraiment, voilà, peut-être que d'ici quelques mois je la voudrais plus dans ma bibliothèque. En tout cas là franchement je vous la recommande, c'est vraiment très dommage qu'on ne le voit pas plus tourner, parce que franchement c'était super sympa à lire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman, et il y a de fortes chances qu'il soit dans mes 5 sélectionnés, dans mes 5 finalistes. J'avais lu beaucoup de SFFF pendant le mois de janvier, et je me suis dit, fin janvier, j'en avais un peu marre de la SFFF, et toujours dans cette idée, comme je vous en ai parlé l'année dernière, de revenir à des lectures et des thématiques plus variées. Je suis allée chercher un roman dans ma palle. Alors à la base, j'avais dit que je lirais Blackwater, sachant qu'on était encore quand même dans du fantastique, mais moins prononcé peut-être que d'autres romans que vous venez de voir. Et puis en discutant de choses et d'autres avec Laurent Lado Vintage, à un moment il a parlé de cette série et je me suis dit non, c'est ça qu'il faut que tu lises. Et j'ai lu le tome 1 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, publié à l'école de loisirs, et c'était trop bien. Là je rejoins l'avis général, c'était formidable, j'ai adoré Sauveur et Fils. Alors au début j'ai eu un petit peu peur parce que je trouvais que ça allait assez vite. On va suivre donc Sauveur Saint-Yves. Il est psychologue clinicien, il vit seul avec son fils qui s'appelle Lazare, et on va le suivre tous les jours. Voilà, les chapitres, c'est un jour de la semaine. Là on a la semaine du 19 au 25 janvier 2015, et donc on va suivre la vie de Sauveur et de Lazare tous les jours. Donc Lazare dans sa vie je crois qu'il est en primaire si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 9 ans. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il a 9 ans. 8 ans. Il a 8 ans son fils, donc oui, il est en primaire. Et donc la vie de Lazare en primaire avec ses copains, et puis les problématiques que lui peut rencontrer, et puis les patients qui viennent voir Sauveur tous les jours dans son cabinet.
Donc au début j'ai eu un peu peur parce que je trouvais que ça allait vite, ça s'enchaînait vite les patients. Au début j'avais un peu de mal à... Alors, ça reste de la jeunesse, hein, donc c'était pas non plus très très compliqué. Mais je me disais, ouais, est-ce que ça, il faut que je le retienne, est-ce que c'est important et tout ça. Donc au début j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'éléments qui arrivaient très très vite comme ça à assimiler. Et puis assez vite, ça se met en place, hein. On comprend que les personnages, on va les retrouver tout au long du roman. Je ne sais pas si c'est les mêmes que ceux qu'on va retrouver dans le tome suivant. Mais on finit tout doucement par s'attacher aux personnages, à Sauveur, à Lazare, à la manière dont ils vivent, à cette simplicité naturelle qu'il a. Et l'autrice, elle a un talent, je trouve, assez fou pour mettre des mots simples sur des thématiques qui sont parfois très très dures. Et moi, j'ai adoré cette simplicité dans les termes. C'est ce que j'aime beaucoup quand les romans jeunesse marchent avec moi. C'est qu'ils ne tournent pas autour du pot, que les choses sont dites, mais de manière simple. C'est également dit et traité de manière très bienveillante. C'est pas voyeuriste du tout, même s'il y a des choses qui sont vraiment très très dures. Et il y a certains sujets qui sont évoqués dans ce roman. Je pense que dans un autre roman peut-être plus adulte, j'aurais peut-être été choquée de la manière dont ça a été présenté. Mais là, de la manière dont c'est présenté, non, j'allais vous dire, c'est juste presque la vie, en fait, voilà. Et c'était vraiment excellent à lire et à découvrir. J'ai beaucoup aimé la simplicité avec laquelle l'autrice nous parle de thématiques dures. J'ai beaucoup aimé Sauveur, j'ai beaucoup aimé Lazare. Je serais ravie de les retrouver dans le tome 2 parce que clairement, je vais continuer cette série, ça c'est certain. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que il y a, donc on va dire, le dernier tiers du roman qui est consacré à quelque chose de particulier avec Sauveur, notre personnage principal. C'est une partie que j'ai moins aimée, qui m'a moins intéressée. C'est vrai que je préférais la partie dans le cabinet avec les patients, plus que cette partie qui concerne plus particulièrement l'histoire de Sauveur et de Lazare, son fils. Donc voilà, mais c'était malgré tout très très bien. Franchement, excellente lecture et je dirais à la suite, je rejoins l'avis général, c'est une pépite. J'espère que le tome 2 sera à la hauteur de ce tome 1 qui a vraiment été excellente lecture. Je suis ravie de l'avoir lu. Comme quoi, ma volonté cette année d'alterner les genres, je pense que c'est la bonne option. Et on va terminer par le roman que j'ai adoré en janvier, et c'est Quand vient la Horde de Aurélie Luong. C'est publié chez Scrinéo. Je l'ai aussi lu dans le cadre du PLIB, puisqu'il fait partie des 25 sélectionnés adultes. Je crois qu'il était dans mes 25 à moi, il me semble. Ici, on va être dans une Corée médiévale. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une uchronie? Oui, c'est possible. On est dans une Corée médiévale qui a été rattaché, on va dire, à la Russie. On va rencontrer dès le démarrage Ivan, un jeune garçon qui a perdu ses parents et qui fait tout pour assurer sa survie et celle d'une jeune fille qui vit avec lui. On devine qu'ils ont l'air d'être fiancés depuis tout jeune. Ils étaient promis l'un à l'autre, donc ils vivent ensemble. Et un jour, Ivan, la maison va être attaquée, je crois, et Ivan, lui, va être enlevé, et il va être enlevé par la Horde Blanche, une troupe de mercenaires qui est dirigée par la putain blanche, et un groupe de mercenaires qui a un objectif très précis, et voilà, des mercenaires sans foi ni loi, sans beaucoup d'empathie, sans beaucoup d'amour, et voilà. Et donc Ivan va être embarqué avec eux, il va se joindre à cette horde, et il va donc le découvrir tout au long de l'histoire. J'ai adoré ce roman, vraiment je l'ai adoré. Alors j'en avais discuté quelques temps avant que moi je lise celui-ci. Dorian, Carolivre et je crois Lucas, des livres de Lucas, l'ont lu juste avant, donc j'ai pu échanger avec Dorian qui l'avait lu, qui lui l'a pas trop aimé. Moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré ce roman, j'ai trouvé ça hyper immersif. Je me suis beaucoup attachée à la horde. L'histoire va nous être racontée avec deux voix. On a d'abord, de temps en temps des paragraphes qui nous sont racontés par le chien et de temps en temps des paragraphes qui nous sont racontés par Ivan. Au bout d'un moment, je me suis doutée de quel était le lien, mais en tout cas, pendant une grande partie de l'histoire, même s'il y a quelque chose que j'avais vu, je ne savais pas trop comment on arrivait à ça. Et pour moi, en tout cas, ça a eu un côté addictif de savoir qui était le chien, qui parlait, comment on en était arrivé là. C'est quelque chose qui m'a tenu en haleine tout au long de l'histoire. On est dans un univers donc, qui va mélanger à la fois l'Asie et la Russie. Donc vous savez que moi j'ai une passion pour les univers asiatiques. Donc
C'était évident que celui-ci, il allait m'intéresser, mais ça a matché assez vite. On est, attention, dans un univers de dark fantasy, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Je trouve qu'il y a beaucoup de suspense. On est dans un univers qui est violent, qui est sombre, qui est cru, qui est dur. Un roman qui est sanglant par moments. Donc il y a des scènes assez difficiles. Attention, il y a plusieurs trigger warnings. Soyez prévenus si vous souhaitez lire ce roman avec son petit air de rien. Il y a quand même des choses qui sont très très difficiles à lire hein, quand même. Moi, je n'ai pas vu certains rebondissements de l'histoire. J'ai été plutôt surprise, c'était excellent, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, alors vous me connaissez si vous me suivez depuis un moment, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est justement les choses qui ne sont pas forcément manichéennes. Je trouve qu'on a aussi une bonne analyse de ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire souvent l'être humain, il est gris, hein, il est ni noir ni blanc, il est entre les deux, il essaie de survivre parfois, il fait des choses difficiles parfois, et voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé Quand vient la Horde. On est dans un univers donc oui, attention par contre, oui, donc c'est de la dark fantasy, mais on est dans une fantasy peut-être limite historique en fait, hein, parce qu'on n'a pas de fées, on n'a pas de dragons, on n'a pas d'elfes, on n'a pas de quête en tant que telle. On est dans un univers imaginaire, recréé, un mélange entre la Corée et la Russie, peut-être, ouais, peut-être une Uchronie. Bref, moi j'ai beaucoup aimé Quand vient la Horde. Je vais me pencher sur pareil les écrits d'Aurélie Luong et franchement je peux que vous le recommander. Attention cependant, comme je l'ai dit, à réserver peut-être à un public averti ou à un public qui n'est pas trop sensible sur certaines thématiques que l'on va retrouver ici de manière assez crue. Voilà. Excellente lecture et celui-là il sera, je vous le dis tout de suite, dans mes 5 finalistes. Je ne sais pas si je ferai une vidéo pour vous parler de mes 5 finalistes, je ne sais pas, je verrai, mais en tout cas lui il en sera, c'est absolument certain. Et voilà, c'était donc le dernier roman de ce point lecture. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des romans dont j'ai parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez lu également sur le mois de janvier? Quelle a été votre meilleure lecture? Tiens, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!